J'ai hésité à faire cette critique. Je vous avoue, j'ai vraiment hésité à vous enregistrer cette critique. Bonjour à toutes et à tous les gens, c'est Moketo, on se retrouve pour une nouvelle critique pour parler du Garçon et du Héron, le nouveau et dernier film de Hayao Miyazaki, donc sorti très récemment au cinéma. Pourquoi j'ai failli ne pas vous faire cette critique, on va y revenir juste après. Alors, ça va être une critique sans spoil, vraiment. On va parler un petit peu du synopsis qui va être très succinct, parce que si tu vas un peu plus loin que le synopsis, tu rentres un peu dans du spoil, donc ça va être très succinct, le synopsis de ce film. Alors, on est effectivement durant la guerre du Pacifique, et on va suivre le personnage de Mahito, un jeune garçon dont la mère décède durant un incendie à la ville de Tokyo. Voilà, sa maman travaillait, je crois, dans un hôpital. Elle travaille dans un hôpital et l'hôpital brûle et donc elle décède. Et donc le petit garçon et son papa vont déménager à la campagne avec la tante de Mahito. Ça j'ai trouvé ça très bizarre par contre. C'est-à-dire que le mari se remarie du coup avec la sœur de sa défunte. Et elle est enceinte. Donc on est bien d'accord que là du coup... du coup la sœur de Mahito... ça sera aussi théoriquement sa cousine. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, bref, passons. Donc voilà, il déménage à la campagne et... il va se passer des choses un peu bizarres dans cette maison à la campagne. Le garçon va faire la rencontre d'un héron cendré qui n'est pas tout à fait normal. Voilà. On va rester un petit peu dans ce flou-là, à la campagne, avec son papa et sa tante / belle-mère, et il y a un héron bizarre qui va commencer à... Il va se passer des choses un petit peu surnaturelles. Et alors, j'ai failli ne pas vous sortir cette critique parce que j'ai eu du mal à appréhender ce film. Déjà, je trouve que la première partie du film est un petit peu ingrate au niveau du rythme. C'est-à-dire que on va dire que le film est scindé en 2 actes. Et c'est vrai que le premier acte, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'on voulait me raconter. Effectivement, le cinéma de Miyazaki, il a toujours été un petit peu posé. On est sur des ambiances, on slalome entre le bizarre et le contemplatif. On slalome entre des ambiances très posées et très poétiques. On est très dans l'ambiance onirique, où on va s'émerveiller sur des détails simples. Mais en tout cas, je n'ai pas vu tous les Miyazaki, mais dans ceux que j'ai en tête principalement, en tout cas dans les films de Miyazaki les plus calmes, on va dire, j'ai quand même souvenir que les moments contemplatifs, ils servent véritablement le propos et font partie de la narration profonde. C'est-à-dire que tu vas prendre un film comme Mon voisin Totoro, eh bien oui, il y a des moments très calmes où il va pas se passer grand chose, mais ça fait partie du film en fait, parce que ça raconte le quotidien de personnages, comment ils se débrouillent sans leur famille, avec l'étrangeté de Totoro et tout. Ça fait partie du rythme de la narration, du courant de la narration. Alors que dans ce film, le début, le premier acte, quand tout est encore calme, le paranormal vient petit à petit se greffer à l'intrigue. Et en fait, tu sens que l'intrigue ne démarre pas encore. En fait, tu es dans une sorte d'attente dans la première partie du film qui, je trouve, n'est pas hyper bien amenée, n'est pas hyper bien rythmée, parce que du coup, tu sais que ce calme n'est pas normal. Tu sais que tu attends que ça dégénère, entre guillemets. Tu as juste envie que le héron, bah voilà, il s'exprime vraiment et qu'il embrique le personnage dans la vraie histoire. Mais ça prend un petit moment avant que ça arrive. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez dommage. Pour le reste du film, pour la partie un peu plus surnaturelle et bizarrerie, et bah c'est vrai que moi je vous avoue, j'ai eu du mal à comprendre ce film. Alors, je l'ai compris dans ses messages, je me suis renseigné, j'ai écouté plusieurs avis,
parce que vraiment je suis sorti très dubitatif. Je me suis dit, bah oui d'accord, j'ai compris un petit peu les questionnements du deuil et de l'aspect très philosophique sur la création, l'équilibre de la création. Et puis j'ai effectivement compris que comme on est dans le dernier film de Miyazaki, on est dans une sorte d'auto-référence de partout. On essaye de jouer un peu sur la fibre nostalgique du spectateur en imbriquant des personnages qui vont ressembler au film de Totoro, au Voyage de Chihiro, etc. Voilà, d'accord, ok, très bien. Mais il n'empêche que ce qui ressort de la manière dont je suis ressorti de ce film, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris pourquoi je me suis senti autant perdu et assailli par toutes ces étrangetés. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé en fait. Rarement, je suis sorti d'un film en me disant, je suis passé à côté. Rarement, j'ai eu cette impression. Et alors oui, voilà, je me suis renseigné, bien évidemment. J'ai compris plusieurs choses. Bien évidemment que je vais pas tout spoiler durant cette critique. Mais oui, effectivement, il y a des clins d'œil. C'est même plus des clins d'œil, c'est une retranscription de la vie de Miyazaki, de cet auteur formidable. C'est sa perception de beaucoup de choses, d'imbriquer dans ce film. Pareillement, je ne dis pas en quoi ni comment, mais pareillement, il y a une symbolique par rapport au nombre de... Je crois que c'est son 13e film, et il y a toute une symbolique par rapport à ce nombre en particulier dans le film. Quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y a énormément de parallèles entre sa vie personnelle et la vie du petit garçon de Mahito. J'ai vu effectivement, j'ai fini par comprendre qu'effectivement il est question beaucoup de la peur, en fait. À travers ce film, Miyazaki partage en fait ses craintes, ses questionnements, ses angoisses par rapport à son héritage. Qu'est-ce qui va se passer après lui dans le monde de l'animation? Que vont devenir ces films après lui? Quelle va être la relève d'un point de vue artistique, tout ça. Donc effectivement, après coup, il y a des choses qui m'ont paru plus limpides dans le message, donc à voir effectivement le jour où je rematerai ce film en ayant tout cela en tête. Mais donc c'est vrai que, en fait, au premier abord, je me suis dit, bon, bah c'est ça en fait, t'es passé à côté. Tu n'es pas assez fan de Miyazaki, parce que c'est ça aussi que je n'ai pas dit, c'est que je suis pas un énorme fan de Miyazaki, aussi bizarre ça puisse être, non, je sais pas. Mais voilà, bien évidemment, j'adore Le Voyage de Chihiro, j'ai beaucoup apprécié mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, j'ai une grande affection pour ce film aussi, mais j'ai pas vu tous les films de Miyazaki, et je ne mets pas ces films de Miyazaki sur un piédestal. Le Voyage de Chihiro, oui, je l'ai vu quand j'étais petit, donc il a une symbolique un peu particulière pour moi, mais le reste ne font pas partie de mes films doudou, si vous voulez. Mais, donc voilà, je me suis dit, bon bah, en fait, tu n'es pas familiarisé avec l'histoire de Miyazaki, la filmographie de Miyazaki et le style de Miyazaki, et donc, c'est normal que tu n'aies pas compris ce film. Au début, je me suis dit ça. Et puis, après réflexion, je me suis quand même dit, bah non mon coco, en fait. Tu as le droit de ne pas comprendre et de ne pas être d'accord avec le fait que être noyé d'autoréférence, bah c'est pas forcément une bonne chose. Moi je me suis vraiment dit ça, c'est-à-dire que j'ai véritablement eu ce sentiment en voyant ce film que j'ai vu Miyazaki qui se parlait à lui-même en fait. J'ai vraiment eu cette impression, j'ai eu une sorte d'impression, alors exutoire c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas j'ai eu cette impression en voyant ce film que il voulait laisser une trace dans ce monde avec ce film pour un peu au mieux raconter à la génération future ce qu'il était en fait. Quand je vois le nombre de références qu'il y avait, quand je vois le nombre de réflexions qu'il y a eu sur c'est quoi être un vieil homme qui a entre les mains la création mais qui sait pas trop quoi en faire et qui est fatigué de le faire, quand je vois voilà tous les parallèles avec sa vie personnelle, moi j'ai véritablement eu cette impression qu'en fait ce film s'adresse limite à une génération que nous ne sommes pas. J'ai vraiment eu l'impression que c'est une sorte de film héritage en mode, eh ben avant de partir,
Je veux que vous ayez un musée de mon œuvre et de ma créativité. Mais par contre, en tant qu'œuvre dans le présent et à recevoir là tout de suite maintenant par un spectateur lambda, eh ben je ne trouve pas que ce film soit particulièrement accessible. Personnellement, en tant que spectateur qui n'est pas effectivement en grande osmose avec cet auteur, eh bien je me suis senti un petit peu largué. Typiquement, le protagoniste, je ne me suis pas attaché à lui un seul instant, alors que d'habitude, c'est une de mes grandes fascinations dans l'univers de Miyazaki, c'est à quel point je trouve les personnages principaux attachants. À quel point, dans toute cette bizarrerie, il y a une vraie attache, une vraie poésie autour du personnage principal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de poésie au travers du personnage de Mahito, mais disons que j'ai beaucoup trop vu Miyazaki dans ce personnage, en fait. En fait, je trouve que le personnage de Mahito accepte trop facilement et se plonge trop facilement dans l'univers fantaisiste qui est proposé, et ce qui fait que moi, je me suis pas senti impliqué, parce que moi, je me mets à la place du petit garçon, et je vois tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, toutes les formidables rencontres qu'il fait, tous les êtres qu'il rencontre et tout. Mais moi, je serais à sa place, j'aurais un sentiment, un mélange, un cocktail de fascination et de peur et de crainte et de questionnement, etc., etc. Mais Mahito est trop enfermé dans une simple et même vision, et qui fait qu'il est enfermé un petit peu dans le message qu'il a envie de nous transmettre. Et donc, de ce fait-là, moi, je ne me suis pas du tout attaché au personnage de Mahito, parce que j'ai trop senti le personnage de Miyazaki. Il y a un autre personnage, d'ailleurs, qui me fait penser au personnage de Miyazaki, au travers du vieil homme qu'on voit sur l'affiche. Voilà, typiquement, en fait, les trois personnages qui sont sur l'affiche, eh ben oui, j'ai ressenti la personne de Miyazaki, j'ai ressenti l'auteur en fait, à travers ces personnages. Mais sauf que moi, quand je suis une histoire, ben, j'ai pas envie de voir, je veux voir en fait des marionnettes de l'auteur, mais je veux pas voir l'auteur, je veux pas voir une personnification de l'auteur. Moi, ça c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, du coup, pour me projeter et pour m'impliquer dans l'histoire. Aussi, j'ai eu pas assez de moments oniriques, de moments de contemplation. Il y a cette espèce d'écart très bizarre qui fait que au début du film, dans le premier acte, il y a ce côté un petit peu contemplatif, mais le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose à contempler, parce que l'histoire n'est pas encore lancée, parce qu'on ne voit pas de grandes créations, de grandes compositions de tableaux comme on a l'habitude de le voir dans plusieurs de ces films. La première partie, il y a ce côté-là, en fait on n'est pas du tout envahi par des informations, et donc notre cerveau devrait pouvoir avoir ce moment de... on a le temps de se poser et d'admirer. Mais sauf que comme l'histoire ne démarre pas, j'ai eu du mal à avoir ce moment-là. Et à contrario, eh bien dans la seconde partie, là il y a effectivement plus de composition artistique dans la composition des plans, des éléments du décor, dans l'animation, dans les couleurs, dans les différentes salles qui nous sont proposées. Mais le truc c'est que dans l'acte 2, on est submergé de messages, on est submergé d'éléments, je trouve, qui fait que, eh bien, moi j'ai eu du mal à profiter pleinement de ce qui m'était proposé. J'ai eu du mal à contempler ces tableaux de la mer, des bateaux, des oiseaux qui volent. J'ai eu du mal à me poser parce que mon cerveau était trop occupé à essayer de comprendre ce qu'on voulait me raconter, parce que le film ne te raconte pas facilement ce qu'il veut te raconter. Et donc, oui, c'est cool d'être dans la réflexion un peu en permanence pour essayer de relier les wagons et d'essayer de comprendre le message, mais du coup, tu n'es pas véritablement... Tu n'as pas ce temps, je trouve, de contemplation, aussi parce que, mais pareillement, en fait, autre élément qui m'a pas mal choqué, c'est la musique. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je pense Miyazaki, je pense à la musique. Dans Chihiro, dans Princesse Mononoke, enfin, les compositions musicales dans Miyazaki, régulièrement, moi, ça me fait quelque chose. Dans ce film, j'ai mis un moment avant de mettre le doigt sur une musique, ou de me dire « Ah ben oui, là, ça fonctionne, là. Là, il y a une musique qui me touche, là. Là, la musique, elle a une place dans le récit. » Donc,
c'est très bizarre. Il y a des messages forts qui sont très intéressants. L'acceptation du deuil, l'acceptation de ses failles. Parce que oui, c'est intéressant. Le personnage de Mahito, il a des défauts. Il est pas tout blanc comme personnage principal. Contrairement à beaucoup d'autres films de Miyazaki, c'est pas un personnage si pur que ça, on va dire. Il a été effectivement gribouillé par plusieurs, par son vécu, en fait, tout simplement, et c'est normal. Et donc, il y a des messages très intéressants dans l'acceptation du deuil, dans l'acceptation de ses défauts. Mais à côté de ça, je trouve que à trop vouloir mettre de messages, on perd potentiellement le spectateur. Et encore une fois, moi j'ai trop eu cette impression d'avoir assisté à un film pour les fans hardcore de Miyazaki. J'ai eu l'impression d'être devant un musée de Miyazaki. J'ai eu l'impression qu'on a voulu me raconter à la fois la vie personnelle de Miyazaki, à la fois sa vie de créateur, et à la fois de me montrer c'est quoi son univers loufoque, surnaturel, etc. J'ai plus eu cette impression-là que de vraiment on a voulu me raconter une histoire. Et typiquement, c'est ce que je vous disais au début de cette critique, c'est-à-dire que au début je me suis dit non, je suis juste pas la cible. Et après je me suis dit mais d'un autre côté, je suis désolé, mais tu ne devrais pas pour regarder et profiter d'un film, tu ne devrais pas avoir à faire des devoirs avant, en fait, tu vois. Sauf si tu fais partie d'une saga. Bah oui, si tu regardes Star Wars 5 sans avoir vu le reste, oui. Si tu regardes Star Wars 8, enfin oui, voilà, tu vois. Genre, oui, là, oui, c'est normal que tu sois paumé, parce que c'est une saga. Donc si tu commences pas la saga par le tout début, si tu fais pas tes devoirs, oui, c'est normal d'être paumé. Mais là, c'est un film c'est pas une saga, c'est un film autosuffisant, c'est une œuvre cinématographique, quoi, c'est un film. Et donc, moi, je pense que tu ne devrais pas avoir à te renseigner et avoir à vraiment fouiller le cinéma et la vie de Miyazaki pour comprendre ce qu'on a voulu te raconter. Parce que moi, je suis désolé, mais quand tu regardes uniquement le film comme ça, je ne trouve pas que ce soit si limpide que ça de comprendre ce qu'on a voulu nous raconter. Donc voilà, je pense que c'est un film qui prendra de la saveur au fur et à mesure du temps, mais à l'instant T, encore une fois, je trouve que le film est un peu compliqué à appréhender. Mais possiblement que une fois que tu regardes tous les films Miyazaki dans l'ordre, que tu te fais un marathon, que tu étudies l'auteur, que tu étudies sa perception, que tu étudies l'histoire de l'animation au Japon, l'histoire de la culture japonaise, oui, ce film, je pense, peut très très bien s'imbriquer d'un point de vue perception de l'auteur et d'un style narratif. Mais prendre le film dans son aspect unique, de film à regarder un jour, un soir, entre deux, voilà, t'as 2 heures à tuer, bam, tu peux te faire un film, je trouve pas qu'il puisse s'aborder si facilement que ça. Si tu ne l'imbriques pas dans une certaine vision, dans une certaine conception, je trouve pas que ce film soit très évident à regarder et à appréhender. Voilà. Et dernier point, j'ai eu la mauvaise idée d'aller le regarder en VF parce que moi j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien regarder les Miyazaki en VF. C'est limite le seul truc japonais, d'animation japonaise que je regarde en VF parce que, côté nostalgique, je trouve que la quasi-totalité des films de Miyazaki et des studios Ghibli ont une VF formidable. Et donc je voulais un petit peu par nostalgie le regarder en VF. Très grossière erreur, très grossière erreur. Alors, je pense pas que ça enlève tout ce que j'ai dit, hein. Mon impression sur le film ne dépend pas que de ça, hein, parce que même en VO, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas forcément... J'aurais eu possiblement une meilleure appréciation, mais je pense qu'il y a quand même plein de trucs que je n'aurais pas forcément très bien reçus. Mais c'est vrai que très mauvaise idée d'aller le voir en VF, parce que je trouve que la VF est assez vide de goût. Pas hyper fan de la VF qui a été proposée. Je me suis un peu renseigné, apparemment celui qui a supervisé le doublage n'est pas une personne particulièrement réputée, qui a une belle renommée.
Donc voilà, petite mention à ça, n'allez pas le voir en VF si jamais vous avez envie de voir ce film, essayez de trouver une séance VO, mais en tout cas voilà, ce que j'avais à vous dire sur Le Garçon et le Héron, j'espère que eh bien, cette critique vous aura plu, les pros Miyazaki s'il vous plaît, ne me flageolez pas, voilà, je pense honnêtement que bah, c'est un film, à partir du moment où tu sors un film, tu t'adresses à un public, et donc bah, ça peut s'adresser aussi bien aux fans de Miyazaki qu'aux non-fans en fait, genre il n'y a pas écrit, il n'y a pas un gros panneau avec écrit à voir si vous êtes un fan hardcore de Miyazaki, non, c'est un film que n'importe qui peut voir, a le droit de voir et a le droit de recevoir comme il le peut. En tout cas voilà, mon avis, n'hésitez pas à me balancer le vôtre, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à consulter les différents contenus pop culture de la chaîne en espérant que vous y trouverez votre bonheur. Je vous fais plein de bisous et à très vite pour de prochaines critiques. Ciao les gens, bye bye.